Bonsoir à tous, comment vous allez bien? Alors, ce soir, comme on dit, c'est le grand soir. Comme tous les jeudis, on se fait un Brainstorm Geek. Alors, qu'est-ce qu'est le Brainstorm Geek? Le Brainstorm Geek, c'est tout simplement la veille geek de Mister SP et de sa communauté, mais pas que. Résumé en environ 1 heure, mais des fois ça va jusqu'à 2 heures. Euh, Avec des invités et la chatroom le jeudi soir vers 21 heures. Alors, avec moi, nous avons deux invités exceptionnels. Nous avons un habitué qui s'appelle Flo Naturagu. Salut Flo, comment vas-tu? Salut Mister SP, salut Bertrand, comment ça va? Bah ça va bien, ça va bien. On se rapproche des vacances de Noël, donc tout va bien. On se Et rapproche de donc, Noël. c'est ça aussi, hein, avec le petit pompon, tout ça, tout ça. Moi, j'ai troqué, j'ai ma petite tenue de lutin, mais il fait trop chaud dans le bureau, donc j'enlève le haut. Et bientôt, j'enlèverai le bas. Mais ça, c'est pour après le stream. Voilà, voilà. Euh, Sinon, on a notre nouvel invité, notre cher Bertrand de DRGB. Salut Bertrand, comment vas-tu? Eh oui, ça va, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir de participer et au lieu d'écouter. Ah, donc oui, petit rappel pour ceux qui veulent venir papoter avec nous et ainsi de suite, il n'y a pas de souci, on peut voir ça dans les semaines qui viennent pour la prochaine année, vu qu'il y aura peut-être une pause, peut-être un épisode spécial, on verra tout ça. Donc, petit rappel pour ceux qui sont dans la chatroom et aussi en replay. Donc, c'est une émission réalisée et enregistrée sur Twitch, sur la chaîne de Mister SP, donc la mienne, le jeudi soir à 21 heures. Mais il y a de toute façon un replay qui sort le lendemain à environ 16 heures quand c'est le jeudi, sur les bonnes crèmeries de podcast en version audio, mais aussi en version vidéo sur YouTube, en version montée. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager autour de vous si vous aimez bien, de conseiller et ainsi de suite. Voilà, voilà pour la petite info de l'émission. On va faire la petite blague à la fin du follow, du sub, de tout ça, tout ça. Mais ça sera pour la fin de l'émission. Avant toute chose, et avant de se lancer dans les actualités, on va demander plusieurs choses à nos deux invités, même s'il y en a un qu'on connaît quand même. On va commencer par le petit nouveau, c'est notre cher Bertrand. Donc, je vais lui demander les 3 grandes questions de Lord ton père. C'est: qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Alors moi, c'est Bertrand, je suis ravi, d'être là avec vous. D'où viens-tu? Alors, je viens de Bordeaux, pour être précis, on va dire, pour la localisation en tout cas et je plutôt, sur tout ce qui est, moi dans ce que si d'où je viens en termes d'environnement en tout cas, j'aime bien tout ce qui est, culture geek, pop, vintage maintenant, comme on dit. Voilà. Donc, d'où le fait que ça m'intéresse bien là, ce soir qu'on puisse discuter. Et où est-ce que je vais? Beh, écoute, on verra bien. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore trop d'idées, mais, peut-être pour une prochaine émission pour la suite, si je suis réinvité, ça sera avec grand plaisir et ça D'accord. sera déjà pas mal. Et de temps en temps, j'ai la chance d'aller chez Flo Natura Geek puisqu'on habite pas loin et donc ça, c'est déjà pas mal, quoi. Et donc, la petite question avant d'aller vers notre cher Florent, c'est alors, moi je connais un petit peu la réponse, mais chut. Quel est ton parcours de geek gamer? Donc, quel est le premier contact avec l'univers geek et l'univers jeux vidéo? Euh, Ah, alors moi, c'était, par les ordinateurs pour tout ce qui est jeux vidéo, donc moi, ma 1re console était un PC. oh là 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 Donc, là. voilà, mais c'était les vrais à l'époque, hein et vraiment celle que j'ai adorée, c'était l'Atari 520 ST, c'est celui sur lequel j'ai beaucoup joué et je suis passé direct ensuite à la Super NES. Les autres consoles, c'était, chez des amis, donc j'ai découvert ça un petit peu après, en fait. Donc, voilà, pour tout ce qui est jeux vidéo, ça vient de là, d'où le côté PC qui était important et ensuite sur tout ce qui est, culture geek ou pop, bah, j'ai eu la chance de vivre dans les années où sont sortis au cinéma, les films,
comme E.T., Jurassic Park, les premiers Batman, enfin des trucs de fou quoi, et bien sûr tout ce qui est Retour vers le futur. Donc moi, mon film préféré c'est Retour vers le futur, l'univers autour de Retour vers le futur. Donc ça, c'est vraiment un des points et le premier truc que je vais aller chercher quand je suis allé sur internet pour la première fois, c'était, des images de d'X-Files. Oh! Ah oui, donc ça date, Ouais, ouais, quand même un petit peu. j'étais grand, grand, grand fan d'X-Files donc parce qu'à l'époque, comme on n'avait pas internet, beh, on ne pouvait pas avoir des images des séries qu'on voulait, il fallait acheter des magazines ou avoir des CD et tomber sur des images dans les CD. Donc voilà, ça fait tellement vieux d'expliquer ça comme ça, c'est terrible. Et ouais. Bah, moi, c'était, moi, pour te dire, moi, j'ai eu enfin, mon père avait quand j'étais petit, je devais avoir 3 ans. Il avait un Atari ST, je sais pas si c'était un 520 ou c'était un STE si mes souvenirs sont bons, Ah beh, où 520 j'avais STE, c'est ce que j'avais. voilà, et je sais qu'on avait joué à Tortue Ninja, au jeu Tortue Ninja, Tout à fait. celui de l'équivalent NES. J'avais eu une compile, c'était la compile Fun Radio où tu avais ce jeu-là, tu avais Retour vers le futur 2, tu avais Les Gremlins 2, et tu avais une sorte de Tom et Jerry. Mais bon, ça date. Et après, j'ai eu le 386 ou 486, je crois, ou même les deux, je sais plus. Donc voilà. Donc je comprends bien le parcours de cette époque. Voilà. Ouais, ma première rencontre, avec les Tortues Ninja en jeu, hein, c'était effectivement le Tortue Ninja sur Atari, 520 ST et pour le coup, je l'ai racheté après. Donc comme ça, j'ai cette boîte et donc j'ai ce jeu que je n'ai jamais pu terminer, persuadé que le dernier monde était celui après le barrage. Ouais, mais moi mais on en avait déjà parlé dans un Et oui. très vieux stream de toute façon. Moi je me rappelle avoir continué jusqu'au Technodrome, hein, de celui-là, Ouais. Ouais, dans la version Atari je suis ST. allé jusqu'aux avions et j'ai jamais compris les avions. Les C'est avions, le les avions. c'est le la base aérienne, une base aérienne, pardon, avec des avions qui Oui, passent, voilà et là, oui. j'ai rien compris. Comme quoi, hein, les Tortues Ninja, hein, on a tous des grands souvenirs et pas les mêmes que certains avec la NES, Ouais. qui ont été beaucoup bloqués au niveau du barrage. Donc voilà. Et donc maintenant, on va passer par notre habitué du jour, c'est notre cher Flo Nature Geek. Déjà, merci, mon cher Flo. Et Avec on va plaisir. faire la même question, c'est qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu? Et après, on va demander le parcours de gamer. Qui je suis moi. C'est déjà pas Oui, mal. non, je m'appelle Florent, hein, c'est Flo Natura Geek, c'est pas mon nom entier. Que, hein. Voilà, grosso modo, d'où je viens, j'ai envie de dire de chez moi, mais bon, Bertrand vous a spoilé, je suis pas loin de Bordeaux, donc techniquement pas très loin de chez Bertrand non plus. Après, moi je suis pas, voilà, je suis pas du milieu de la culture geek ni quoi que ce soit au niveau professionnel. C'est vraiment une passion, voilà, que, que je me suis découvert au fur et à mesure des années et que maintenant avec Internet c'est beaucoup plus facile de partager des passions de façon générale. Tout à fait. Euh, voilà. Autrement, c'était quoi où c'est que je vais? Où c'est que je Où je vais? vais. Ben on va voir, on sait que les internets me portent, hein, c'est toujours pareil, hein, quand on est sur internet, on sait par où on commence, mais on sait pas où c'est qu'on atterrit, j'ai envie de dire, à la fin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, la dernière question subsidiaire, donc le parcours de gamer slash geek. Ouais, Donc, alors première le console, parcours tout de ça, tout ça. gamer, donc première console, c'était la NES, c'était le kit avec, Mario Bros et Duck Hunt. Ah, et Tu tiens, avais le la grande pistolet, question du Duck Hunt, c'est est-ce que toi tu jouais quand tu étais à l'époque, quand tu as eu Duck Hunt, est-ce que tu jouais depuis ton canapé à tirer sur les canards, ou est-ce que tu te rapprochais où tu mettais le canon du NES Zapper à 2 mm de ton écran cathodique pour tuer le canard comme un bourrin? Bah, au début, tu joues le jeu et puis après tu comprends qu'en fait
J'étais jeune à l'époque, mais au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un pour t'expliquer que si tu te rapproches très près, tu peux louper aucune cible. Donc Mais oui, on l'a tous fait, on l'a tous fait. c'est pas mes plus grosses expériences, en fait, sur NES. Et après, j'ai eu la Mega Drive, donc j'ai connu des jeux fantastiques comme la Légende de Thor. Moi, j'ai toujours Oui, été qui est génial. un gros passionné de RPG, c'est-à-dire qu'après, bah, c'était pour moi, voilà, la PlayStation avec les Final Fantasy 7, 8, 9. Mais voilà, j'ai commencé par la NES. J'ai commencé l'amour du RPG avec la Légende de Thor, parce que j'étais quand même assez jeune. Pour bien comprendre les subtilités de comment fonctionne un RPG. Et après les FF, quoi, les FF sur PlayStation, quoi. Parce que moi, j'avais pas du tout Nintendo, donc j'ai pas pu bénéficier des anciens comme du Du 5 et Galuf. du 6, quoi. Ouais, voilà. La Game Boy, je l'ai eu très tardivement. Mes parents me l'avaient acheté parce que je jouais avec mon voisin à Pokémon rouge, quoi, et lui bleu, et on s'échangeait les Pokémon avec le câble. Ah Mais là j'avais là. très peu de jeux sur Game Boy, en fait. Ah, moi c'était le contraire. Enfin, moi on va dire que j'ai été un petit peu comme Bertrand avec des PC, mais pour avoir la paix, le papa il nous avait offert une Game Boy, la bonne vieille Game Boy Fat. Et il nous avait fait un grand moment, on avait eu un grand moment de blague à l'époque, c'était l'achat de Link's Awakening, où c'était en fait chacun avait j'ai un frère et un père, et chacun avait une sauvegarde, et on s'était fait engueuler par ma mère à l'époque, parce que en fait quand on mangeait le soir, on parlait de Link's Awakening pendant le manger. Et on pouvait en fait, et au bout d'un moment, ma mère en avait marre parce qu'elle a dit vous arrêtez de me faire chier avec ça parce que bah voilà quoi. Et Parce que- voilà. Ok, ben voilà, après, bon, parcours après film et tout ça, ben ouais, moi j'ai découvert les Jurassic Park, les E.T. et tout ça, c'était un peu aussi mon époque. Mais c'était surtout moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était le Club d'eau, quoi. Le Club d'eau avec DBZ, Sailor Moon, les Chevaliers du Zodiaque, enfin. les Ah, bien petits vu. trucs là-haut, j'ai une petite dédicace de Patrice Borg alias Son Goku dans DBZ que j'ai eu La à classe. la dernière Japan Expo au centre, qui était très 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 gentil. Et ce qui était marrant, c'est que je l'ai fait beaucoup rire parce que j'étais pas en mode ah vous avez été un très grand homme avec Son Goku. Moi je lui ai dit autre chose, je lui ai dit moi le meilleur souvenir de votre voix que j'ai eu, c'est pas Dragon Ball, c'est Hot Shots et Hot Shots 2, si vous Ah, connaissez, énorme. avec Charlie Sheen. Et il m'a dit vous êtes l'un des, enfin pas l'un des premiers mais presque. Et je lui ai dit que en fait moi j'avais trouvé ça très marrant à l'époque quand j'étais gamin, et je l'ai vu plus tard aussi qu'il y avait des sous-entendus en dessous de la ceinture et tout, Ah enfin des bon? trucs totalement voilà. Tu crois qu'il y a une deuxième lecture? Oui, il y a toujours un niveau de lecture, et il m'a dit moi c'est un grand souvenir de doublage parce que l'ambiance était totalement what the fuck, c'était la grosse déconnade à ce moment, donc voilà. Donc C'est vrai que c'est à la mode de voir les voix de notre enfance. Moi, j'avais vu Brigitte Lecordier, par exemple. ouais, Ah ouais. donc voilà. Donc c'était les petites infos comme ça. Donc ok. Bon bah comme ça a permis d'essayer de vous connaître, de vous connaître pour les gens qui sont dans la chatroom, et au niveau du replay pour ceux qui nous écoutent en audio. Voilà. Et Ah, Ragling qui dit on nous t'as parle de hot shot invoqué ici. Ragling. Oui, alors tout de suite, dès qu'on parle de hot et de shot, Ragling qui arrive. Allez, sans transition, on va aller sur sur un gros sujet qui va beaucoup nous prendre du temps, je pense. C'est la grosse news de la semaine dernière que je n'ai pas abordé à l'ancien numéro, c'est les Games Awards. Alors, qu'est-ce que les Games Awards, me direz-vous ? Alors, c'est Jeff Keighley, un journaliste américain, si je ne me trompe pas, qui fait une équivalent des
du Festival de Cannes, mais pas vraiment du Festival de Cannes, mais plus des victoires de la musique, je dirais, en équivalence. Oui, je pense un peu à ça, ouais, je suis d'accord C'est avec plus toi. ça. Une grande cérémonie un peu comme ça. C'est ça, les grosses cérémonies. Il le fait depuis 6 ans, 5-6 ans, si mes souvenirs Ouais. sont bons. Moi, j'ai l'impression que ça a remplacé un petit peu l'E3. Alors, en fait, moi je trouve que c'est un équivalent à l'E3, mais en fait, on a l'équivalent, on a l'E3 l'été, et l'hiver, on a les Games Awards. Comme ça nous fait ça nous fait les annonces de l'hiver et les annonces de l'été avec l'E3. Donc c'est ça qui est pas mal. Mais oui, c'est complètement un E3, sauf que on n'a pas le salon à côté. C'est complémentaire. Après, comme je l'ai déjà entendu dans d'autres émissions, moi ce que j'ai trouvé, parce que j'ai regardé de 1h30 à 7h30 du matin, voire 8h quasiment. Non, c'est faux, j'ai été juste en lurk sur la chaîne de Twitch des Games Awards pour avoir les drops, pour avoir le jeu qui était gratuit. Mais c'est autre jeu. Voilà. C'est quoi d'ailleurs comme jeu, t'as vu? C'était le Ça meilleur rappelle même pas, roguelite. De quoi? Ça rappelle même pas. C'est le putain, je me rappelle plus du nom. C'est un le meilleur certain roguelite. Elden Ring. Non, c'est pas Elden Ring. C'est un roguelite où punaise, comment il s'appelle? C'est Rogue Legacy. Rogue Legacy, où tu as en fait tu as un comment ça s'appelle? Tu dois faire une quête et quand tu meurs, tu as un descendant et ainsi de suite. C'était ce jeu-là qui était gratuit. C'est un des gros roguelites que je n'avais pas. Voilà. Oui, il ne trouve plus ces mots, mais voilà. C'était un roguelite plutôt bon et j'ai eu d'autres drops, dont d'autres jeux, hein, mais voilà. Voilà, ça a duré, oui, entre 1h30 du matin, heure française, jusqu'à 8h, 8h30, parce que j'avais dormi entre temps, j'avais pris le petit déj et j'allais à la pharmacie, enfin j'étais dans mon déplacement, donc bref, ça a été jusqu'à quasiment 9h. Et il y a eu des gros trucs, des grosses annonces, dont moi c'est ça que j'ai regardé un petit peu en accéléré les Games Awards. Il y a eu des moments où tu avais les nominations et ça prenait vraiment du temps. Et des fois c'était en mode bon alors la catégorie Intel c'est un tel le vainqueur et tac et il te faisait ça sur 2-3 minutes. Et après on avait d'autres bandes annonces et ainsi de suite. T'es là, tu te dis pourquoi c'était un style, mais tu te dis en fait est-ce qu'on est dans les victoires de la musique, un équivalent des victoires de la musique, ou est-ce que on est là pour les bandes annonces? Alors je pense que les journalistes jeux vidéo attendaient que les bandes annonces, ça c'est sûr, mais les gens normaux, on n'était pas dans ce mood là en fait, on était plus pour aussi connaître quel jeu allait arriver, mais surtout quel est le jeu de l'année. Spoiler alerte, c'est Elden Ring qui est sorti en février, voilà, qui a raflé beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? La liste des gagnants de l'année, qu'est-ce qu'on avait? Hop, on avait, alors excusez-moi, hop, tac, la liste, punaise, bon je vais enlever alors le meilleur jeu de l'année, donc Elden Ring, meilleure direction Elden Ring, le scénario Ragnarok, direction artistique Elden Ring, le meilleur jeu indépendant, et ça m'a étonné, c'était Stray, donc Cocorico, pour le jeu du petit chat. Et le petit chat, exactement. Tu l'as fait ta Flo, celui-là, Stray, il me semble? Ouais, je crois que tu l'avais fait, hein. Moi je l'ai fait, oui, je l'ai fait. Il est bon, après il est très bien, il est très novateur, mais c'est ultra répétitif après. Mais ça reste un jeu AA. C'est ça, et surtout indépendant. C'est ça qui est énorme.
Surtout avec un Donc, truc qu'on n'avait jamais vu en fait. c'est ça. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Bon, l'audio Ragnarok. La meilleure performance d'acteur, c'est Christopher Judge. Alors, le truc qui est lunaire de ce truc-là, c'est Christopher Judge, quand on lui a remis le prix, il nous a bouffé, entre guillemets, quasiment 3/4 d'heure de son temps à remercier tout le monde. Et ça, j'ai trouvé génial. Enfin, génial parce que faut se rappeler que Christopher Judge, c'était avant Tilk de Stargate SG1. Ah oui, Et exactement. pour les joueurs de la première Xbox première du nom, c'était un personnage jouable de Def Jam Fight for New York, si vous vous rappelez. Comment tu dis? Def Jam Fight for New York, où c'était un jeu de baston des rues en 3D où tu jouais des rappeurs américains. Ok, là ça me dit rien du tout. Et bah, Mais bon, par contre, dans Stargate, comme tu parlais de culture geek tout à l'heure, Stargate, évidemment, évidemment, énorme. Tilk. Stargate, c'est la vie. Et Tilk dans Stargate, extraordinaire. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu là, moi, c'était la grande surprise. C'est le meilleur jeu multijoueur, c'est Splatoon 3. Alors que en face, tu avais Overwatch 2, Multiversus, qui marche plutôt bien, le dernier Call of Duty et les Tortues Ninja. Non, c'est plus tard en fait. Ouais. Et les Tortues Ninja Shredder Revenge. C'est dommage que ce soit pas les Tortues Ninja qui gagnent. Bah toi aussi, voilà. C'est pas vraiment un jeu multijoueur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le meilleur suivi, un Final Fantasy XIV. On avait eu aussi les Games for Impact, Ask Duck Falls. Le meilleur support communautaire, un Final Fantasy. Le meilleur jeu mobile, c'est pas Diablo Immortal ni Genshin Impact, mais Marvel Snap, le jeu de cartes de chez Marvel. Le meilleur jeu VR, donc ça je connais pas du tout, c'est Moss Book 2. Ça, il faudrait qu'on voit avec l'ami Serial Killer pour nous dire s'il est bien. Et surtout, le meilleur jeu d'action, ce n'est pas Call of Duty, mais Bayonetta 3. Et là, tu te dis, what the fuck? Waouh. Le meilleur jeu. Il a pas plu, hein, le dernier Call of Duty. Bah c'est ça. Bah c'est ça. Là, on parle de meilleur jeu d'action et Call of Duty. C'est un FPS. Plus du multijoueur que de l'action. C'est ça. Et tu l'as fait toi le dernier Call of, Flo? Non. Pas du tout. Non. J'ai lu les retours. Ah, t'as vu des retours quoi. Et ça a bidé alors pour le coup, parce que Call of, c'est une institution quand même. Hein. Bah, ouais, c'est une institution. En fait, je crois qu'il est quand même certainement. Il est demandé en fait aux producteurs de Call of de faire une pause et de revenir avec un vrai épisode, quoi. Et pas des morceaux de ce qui marche et ce qui marche pas et on assemble. Et voilà. c'est ce qui a été reproché en fait. Il est pas aussi poussé que les autres Call of. Il est pas voilà. Ok. Il cartonne pas. Et donc petit truc on continue. Meilleur jeu de combat Multiversus. C'est un Smash Bros mais dans l'univers Warner Bros. Pour ceux qui connaissent pas, et qui a plutôt un bon retour. Moi, je l'ai essayé hors stream, il est pas mal. C'était au tout début. Faudrait que je le réessaye à l'occasion. Le meilleur jeu familial, ce n'est pas le Lego Star Wars, ni Splatoon 3, ni le Nintendo Switch Sport. C'est Kirby et le Monde oublié, qui est très joli. Voilà. Le meilleur jeu de course. C'est un peu un Kirby en monde ouvert. C'est ça. Non c'est pas réellement un Mario Odyssey, non plutôt un Mario Odyssey type Kirby, c'est ça? C'est moi je dirais c'est un Mario Odyssey, mais à la Kirby. C'est-à-dire comme les vieux Kirby qu'on avait où tu t'es quand même dirigé, mais avec quelques petites touches de monde ouvert, mais vraiment quelques petites touches. Ouais, et puis c'est le fait que graphiquement on est sorti d'une patte en fait, on est sur autre chose, sur un Kirby qui est un peu plus mature quoi. C'est ça. Et ensuite, meilleur jeu de stratégie, Mario et les lapins crétins 2. Ça, c'est le truc, t'es là, tu fais ah ok d'accord. Alors qu'il était en face d'un Two Point Campus, un Total War Warhammer et le jeu Dune Spice War où c'est du jeu de gestion. Donc là t'es là, tu te dis ouais.
Ouais, mais Nintendo, hein. Faut Bah pas ouais, mais oublier que c'est Nintendo. du Nintendo. Mais Nintendo, c'est très vendu, les gens votent pour ce qu'ils connaissent. C'est ça. Après, Donc, meilleur premier jeu, Stray. Le jeu le plus attendu, on était face à un Resident Evil 4, le remake, Hogwarts Legacy, Starfield et un FF. Mais non, c'est Breath of the Wild 2 qui Bah ressort, oui, ce qui est normal. forcément. Voilà. Mais celui-là, mais moi, dès, j'aurais pas dès cru, qu'il tu vois. sort, t'entendras plus rien pendant je sais pas Bah, c'est combien de ça. temps. Moi, C'est j'aurais ça. pas cru, tu vois. J'aurais plus pensé à Hogwarts Legacy comme. Mais bon. Bah, en fait, Hogwarts Legacy, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un putain de backlash, un shitstorm autour de la créatrice de l'univers de Harry Potter, qui fait que en fait, même ce jeu qui n'est pas encore sorti est déjà entaché par la réputation. C'est ça qui est malheureux, hein, dans notre cas Mais précis. Hein. j'ai pas compris le problème de réputation qu'il a. Alors en fait, c'est que J.K. Rowling en fait a eu un backlash il y a plusieurs mois, voire quasiment début d'année, où elle a eu des propos transphobes et homophobes. Et, D'accord. Ok. Non, bah, ok, dans ce cas, et voilà. je vois ce que c'est. Non, je pensais qu'on était passé à autre chose, mais ok, Non, d'accord. on est Toujours toujours dans pareil. le même cas de figure. Donc l'un dans l'autre, tu te dis ouais, ok. Donc si on est toujours dans ce truc-là. Ensuite, on continue dans notre lancée. On va essayer d'aller vite, hein, parce qu'il y a une multichée de catégories. Vas-y. La meilleure adaptation, c'est Arcane. Arcane de LOL. Sur Netflix. Très bonne série. Le meilleur créateur de contenu, ça je ne comprends pas pourquoi c'était là-dedans. C'est Ludwig, un streamer américain. Je trouve ça un petit peu bon. Bref. Le meilleur jeu e-sport, Valorant. Le meilleur athlète, c'est Jacob Whittaker. La meilleure équipe e-sport, Loud. Le meilleur coach e-sport, c'est BZK. Et le meilleur événement e-sport, c'est le LoL World Championship de 2022. Et on est au bout des gagnants. Wow. Est-ce que vous avez des choses à dire à ce niveau-là, au niveau des Games Awards, avant de passer sur le petit truc de fin au niveau des Games Awards? Moi, j'avais peur que God of War remporte tout. C'est face la Radia, quoi. Et ils en ont remporté quand même pas mal, mais je suis content que ça soit quand même Elden Ring qui ait eu le prix du meilleur jeu. Donc, je le trouvais plus légitime dessus, même si j'ai fait ni l'un ni l'autre, c'est juste sur les gameplays que j'ai pu voir, quoi. Ouais, après, moi, je suis. Bah, Elden Ring, après, déjà, il est plus vieux. Il a plus de temps d'existence que God of War. Donc, C'est t'as ça. potentiellement moins de gens qui l'ont fait. Après, voilà, faut savoir que c'est des gens qui votent. Et les gens, ce qui est la console la plus vendue, c'est la Switch. Donc, déjà, tous les jeux Switch, ils raflent beaucoup de choses, en fait. Déjà, premièrement. Et après, Elden Ring, oui, il a été vendu, mais il a explosé les scores. God of War est loin derrière en termes de vente. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, Elden Ring, meilleur jeu de l'année, c'est normal, quoi. Il a C'est été normal, vendu, ouais. le jeu, il a été très apprécié. Moi, petite chose que je trouve dommage à ce niveau-là, c'est on a eu quand même des jeux français qui se sont sortis, et petite déception pour un petit studio bordelais qui s'appelle Asobo, Ah, qui avait Asobo, été ouais. nominé pour Plague Tale Requiem, qui est un magnifique jeu que j'ai fini sur la chaîne, qui est magnifique, même s'il est très triste sur la fin. Et pas que sur la fin, même sur au début. Hein. Bref. Et il y avait en nominé la doubleuse vocale de Amicia et le jeu en GOTY. Bon, après, face à God of War et un Elden Ring, voilà. Voilà, c'est. Déjà, Bon, juste être nominé, c'était déjà beau quand même pour déjà, oui. Et C'est déjà pas mal. Après, bon, oula. c'est déjà une belle victoire quand même.
Ok. Voilà. Après, moi, ce que j'ai envie de dire aussi à ce niveau-là, moi, je dis déjà un bon GG pour les Tortues Ninja. Parce que on les avait vus arriver de nulle part et qui ont quand même été nominés. Qui est un petit jeu rétro de Dotemu Dotemu. voilà. Ouais. Et tu te dis bon, de là à être un GOTY, non, mais un bon jeu multijoueur où tu ne vois pas trop ce qui se passe à l'écran quand tu es au-dessus de 4. Et bon, après, à part ça, c'est très bien. C'est Moi, très je trouve bien. qu'il manque une catégorie, tu vois. Il manque une catégorie pour les jeux, tu sais, rétro, remis au goût du jour, tu vois. On en a eu plein, on a eu Alex Kidd, bah, on a eu ce Tortue Ninja. C'est ça. Il manque une sorte de petite catégorie, vous voyez, des jeux rétro qui ont été remis au goût du jour. Bah, Je sais comme pas, les Nouvelle Resident Ah oui. Evil aussi. Hein. Est-ce les qu'on peut Resident Evil. Oui, on peut le considérer comme ça, les Resident Evil, avec tous les remakes qu'ils font. Hein, le 2 et le 3, le 2, par exemple, était rétro. Hein. c'est ça. Hein. Donc Ouais. voilà. Donc après, à voir. Après, là, on va glisser vers la news de Game Awards qui a un petit peu entaché l'événement, on va dire. C'est lors de l'annonce du GOTY de Elden Ring, il y a eu, je sais pas si, je pense que mon cher Flo, tu l'as entendu parler, c'est l'incident Bill Clinton qu'on a entendu sur Twitter suite aux Games Awards. Alors, je pense que vous en avez tous entendu parler, les gens, peut-être pas dans la chatroom, mais Flo et Bertrand. Moi, oui. Alors, ouais, moi j'ai vu. Alors, moi j'ai pas regardé comme toi en dormant les Games Awards toute la soirée, mais j'ai vu juste par contre la scène. Et effectivement, j'ai vu le gars monter sur scène avec les autres, attendre et prendre la parole en sortie et pas comprendre ce qu'il dit. C'est ça, c'est que en fait, ce qui s'est passé, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment du GOTY, de l'annonce du GOTY, ils ont annoncé que Elden Ring était jeu de l'année, et en fait, quand il y a eu toute l'équipe de From Software qui est sortie pour aller sur la scène, en fait, il y a un jeune homme qui est allé dans le groupe et qui a un petit peu interféré à la fin en disant mais des trucs totalement what the fuck, en disant oui qu'il remerciait son rabbin orthodoxe Bill Clinton. Et t'es là mais tu te dis ouais ok c'est quoi ce truc et après bon on a su au bout d'un moment que c'était le petit moment de gloire d'un mec un petit peu farceur qui voulait juste se rendre intéressant. Mais moi, dans le cas de figure là, moi, c'est pas cet événement qui me choque, c'est plus le. Comment dire ce que ça provoquait, entre guillemets, c'est que tu te dis, c'est quand même une grosse cérémonie avec quand même des pontes du jeu vidéo. Il y avait Hideo Kojima, il y avait. Qui a annoncé son Death Stranding 2, tiens on n'en a pas parlé, mais voilà, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait pour rentrer là-dedans déjà, et d'une, donc déjà là tu te dis il y a un souci, enfin moi personnellement c'est ce que je considère, il y a un souci de sécurité flagrant, et surtout c'est que il y a un souci, il va y avoir un souci d'image des Games Awards et de Jeff Keighley au niveau du milieu jeu vidéo. Enfin, je sais pas, mais on fait une grosse réunion des développeurs. Imaginez, là, on part dans le pessimiste pur, mais imaginez un Games Award comme ça, avec Hideo Kojima, les devs de From Software, les gars qui ont fait God of War, enfin plein de mecs comme ça, un mec qui fait un attentat à la bombe. C'est malheureux de dire ça, mais imaginez, il y a tout un pan du jeu vidéo qui pourrait disparaître purement et simplement. Et c'est là que tu te dis, mec, il faudrait peut-être revoir déjà la sécurité de ton événement à ce niveau-là.
Ouais, j'ai entendu beaucoup ça, je me permets, hein, mais enfin, les gars, je pense que pour rentrer dans la salle, ils ont tous été fouillés. Donc, Ouais, c'est tu vois, ça, il y c'est-à-dire avait que personne qui arrivait avec une machette à la main, quoi. Ah oui, en non. fait, il s'est tellement levé avec un naturel comme il a attendu un petit peu que tout le monde arrive sur scène, mais il s'est levé comme s'il était à la bourre, mais qu'il faisait partie de l'équipe. Et c'est là que personne n'a intervenu, en fait. Parce que je pense que personne n'était au courant de qui c'était. Et je pense que les videurs, là, enfin, la sécurité pensaient que c'était un mec de l'équipe au début. C'est vrai. C'est possible, hein. Mais c'est là que tu te dis, il y a peut-être un petit souci à ce niveau-là, qu'on a eu. Et c'est ça qui est malheureux, hein. Ouais, ouais. Et Par contre, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même un vrai incident de sécurité. Le gars, il avait rien à voir avec, ceux qui étaient invités. Donc, on aurait dû très clairement, de pas lui permettre de monter sur scène. Il aurait dû être, déjà, arrêté. Et je suis d'accord avec toi en termes d'image, en tout cas, ça envoie pas les bons messages. Ça envoie pas les bons messages au niveau des invités aussi, sur le sérieux du truc. Après, je pense que personne risquait sa vie, enfin, à part s'il faisait une clé de 8 à un gars, il oui, oui, avait, oui. enfin, tu vois, au pire des cas, il avait quoi? Il avait un canif avec lui ou quelque chose comme ça, s'il avait réussi à passer Non, par mais le truc avec, quoi, mais c'est tout. le mec, bon, il avait réussi son coup en 2019, donc à la BlizzCon à Hong Ouais. Kong. Enfin, Euh, oui, à crier dans la BlizzCon en 2019 pour dire de libérer le Hong Kong. Tu te dis, bon, voilà. Après, il était aussi connu dans Infowars, dans un site conspirationniste d'extrême droite. Donc voilà. Euh, Tu te dis, qu'est-ce qu'il a fait là? Est-ce que c'est juste un mec pour avoir son heure de gloire? Ou est-ce qu'il avait vraiment des choses à dire? Je pense que c'est plus du trolling parfait à la Elon Musk sur Twitter qu'autre chose, je dirais. Ouais, mais je suis d'accord, en fait, si tu regardes, ils ont viré tous les replays et c'est quand même ce qui est fou, c'est que c'est le replay du jeu de l'année, quoi et il y est pas. Donc je sais pas si depuis ils l'ont remis, mais ils l'ont viré, donc ils sont quand même très mal à l'aise avec ça, effectivement et ils ont raison. Après, je pense qu'on cherche aussi à donner, enfin voilà, il faut qu'on parle de choses et c'est l'occasion de parler de ça. Bon, pour moi, il y a pas c'est pas bien méchant, quoi, mais il y a eu un problème de sécurité, ils se sont plantés, et je pense que personne n'a joué sa vie, ce soir-là, quoi. Ah non, 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 mais je pense que ça sera plus comment je dire, pense que ça va être carré les prochaines, surtout. Hein. Voilà, je pense que là, ils vont plus faire la même erreur l'année prochaine. Ça va être du oh punaise. Donc voilà, donc c'était le petit point négatif qu'on ne peut parler à ce niveau-là. Qui est malheureux, hein, parce que je pense qu'on aurait pu l'avoir autrement que ça. Voilà. Mais on va parler quand même des petites choses qui ont fait plaisir pendant les Games Awards. C'est quoi, d'après toi, mon cher Flo, toi Les World qui Premières. les World World Premiere. Premiere. Donc, toi, je pense, te connaissant un petit peu, mon cher Flo, c'est l'annonce d'Hideo Kojima avec le retour de Norman Reedus. Ah, mais Death Stranding 2, déjà, j'y croyais pas qu'ils allaient en faire un 2 parce qu'il a tellement été critiqué, mais le jeu est tellement génial. Et là, qu'il en fasse un 2 et qu'ils reprennent Léa Seydoux, Norman Reedus. En plus, donc l'histoire a l'air complètement ahurissante. Ah bah Voilà, c'est ça. Norman Reedus. Alors, on ne sait pas si c'est. La question se pose comme grosso modo dans le jeu, la pluie fait vieillir. Donc, on voit une Léa Seydoux qui a pas trop bougé entre le premier et le deuxième épisode. Par contre, on voit Norman Reedus. Qui a pris Lui, cher. on dirait qu'il a pris 10 ans dans les dents, voire 20 ans, quoi. Donc, est-ce qu'il a été trop exposé à la pluie, etc. On voit le bébé. Alors, est-ce que c'est le bébé qui mettait sur lui, qui l'a libéré, etc. On ne sait pas. Il y a beaucoup de questions. Mais en tout cas, c'est bon, pas de date, bien sûr. Mais en tout cas, il est dans les tuyaux et ça, c'est bon, quoi. C'est ça. Moi, le truc qui m'a fait grandement plaisir, même si je je ne l'ai jamais fini, c'est la suite de Hades. Ah oui et
C'est celui-là avec dans l'univers de Castlevania? Eh ben non, Ah ça, non, non, c'est merci, l'autre. merci Merde, je Jean-Michel spoil. Transition. Ah. C'est l'annonce qu'il y a un partenariat entre Dead Cell, donc Ah, c'est Dead Cocorico, Cell, merci. et Castlevania. Donc là, tu te dis, génial. Il y a eu quoi d'autre? Je pense que toi, Flo, tu vas nous parler de Bayonetta Origins. Yes, Bayonetta, ben ouais, c'est clair, c'est pour nous raconter, je vais pas spoiler, mais la fin du 3 nous pose plus beaucoup de questions. Voilà, moi j'ai fait le 1, le 2, le 3, donc voilà, mais la fin du 3 en fait. Et en fait, je pense que ça va être la réponse à la fin du 3. Donc on est sur un spin-off de ce qui se passe bien avant le 1, le 2 et le 3, mais qui va être intéressant à faire si, comme moi, vous êtes un aficionado de Bayonetta et de son histoire. Donc voilà. Par contre, le style graphique, j'ai pas compris. Mais c'est très bien. C'est très bien. C'est un spin-off, on n'est plus dans le truc. Donc moi, je pense que c'est très bon. C'est ça. On est sur un jeu beaucoup plus chill, beaucoup plus puzzle game. Et voilà. C'est ça. Après, moi, ce que je peux remarquer aussi, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a From Software qui annonce quelque chose, mais pas du tout Elden Ring, qui nous sort un Armored Core 6. Alors, si mes souvenirs sont bons, les Armored Core, c'est pas les jeux qui étaient sur Xbox avec un gros truc de où tu avais des manettes pour faire bouger ton armure et ainsi de suite. Je crois, ouais. C'est une vieille licence. Hein. C'était une vieille licence, hein, donc voilà. Ils annoncent aussi Horizon Burning Story, qui est un DLC pour Horizon Forbidden West. Yes. Le Street Fighter 6, voilà. Un Tekken 8, voilà. Parce que ça fait toujours plaisir aux joueurs rétro de baston, entre guillemets. Et moi, le truc qui m'a fait plaisir et qui me dit que là, il faut que je me retire les doigts du derche et que je joue à Jedi Fallen Order, c'est l'arrivée le 17 mars de Jedi Survivor. Et ouais, la suite, qui a un plus gros budget, hein, dans ce que j'ai compris, beaucoup plus gros budget. C'est ça. Et qui devrait quand même envoyer du lourd, là. Ça me dit bien, moi. J'ai bien aimé le premier, quand même. C'était un peu chiant parce qu'il fallait refaire certains niveaux 2 fois, 2-3 fois avec des pouvoirs en plus pour débloquer des zones. Mais tu avais des raccourcis, c'était plutôt pas mal. Et certains boss étaient un peu chauds. Enfin, j'avais passé un bon moment sur le 1. Je me dis, avec plus de budget, donc plus de moyens et peut-être plus de temps pour bien peaufiner, ça peut peut-être envoyer. Tu l'avais fait, toi, Flo, le Ouais. Jedi? Ouais, je l'ai fait, bien sûr. Mais c'est vrai que. Ouais, non, mais c'était. En fait, Jedi Fallen Order, il a cartonné parce que c'était enfin un bon jeu Star Wars. C'est un bon jeu Star Wars où on n'est pas sur du multijoueur, où on n'est pas sur du vaisseau, en fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu Star Wars où on contrôle un Jedi ou un Sith, peu importe. Mais voilà, ça fait quand même. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a cartonné. Et je pense que la suite va être d'aussi bonne qualité, voire mieux, quoi. On n'avait pas non plus des pouvoirs de malade. Enfin, tu vois, ça restait raisonnable dans les pouvoirs aussi. Même à la fin, tu pas trop cheaté, quoi. C'est pas comme, sur celui qu'on avait là, ce qui était, Le Jedi Knight. Exactement. Jeu que mon cher Funky m'a offert sur Switch, la Jedi Knight Collection. En tout cas, merci à lui. Mais ouais. Mais oui, franchement, il y a eu des grosses annonces, des choses bonnes et moins bonnes. Bon, mais je pense qu'on peut dire que ça a été une grosse soirée et un gros bon moment, malheureusement entaché d'un petit événement un petit peu malheureux. Mais voilà. Est-ce que vous sachant avez que juste une petite chose quand même, c'est qu'il y a eu 0 annonce, Xbox. Donc certains disent que c'est lié au rachat d'Activision, mais écoute, c'est quand même marquant et c'était un peu dur que le fait qu'il y ait 0 annonce de jeu côté Xbox quand même, enfin, c'est surprenant, quoi. C'est vrai. On a eu quand même Diablo 6, Diablo 4, pardon. Oui,
C'est Oui, comme alors Oui, c'est vrai et que maintenant Diablo c'est chez 4, eux. quoi. Tu raison, mais c'est pas une Ah, exclu non. Xbox. Alors, attention, actuellement, ce n'est pas encore chez Microsoft, Activision Blizzard. Ouais. Non. Attention. Mais dans les grosses annonces, quand même, on a eu la date de sortie, quand même. Ouais. Donc bon, on a de quoi se faire plaisir jusqu'à cet été au niveau gros jeux qui vont arriver quand même. Donc voilà. Alors, on va passer sur un autre sujet qui va être plus calme, je sais pas, mais différent. On va parler de Disney, de la boîte aux grandes oreilles de souris. Donc voilà, on a eu une petite annonce la semaine dernière qui était que Disney Plus allait avoir un gros truc, c'est que suite au retour de Bob Iger en tant que patron de chez Disney, Bob Iger a reproché en fait son prédécesseur de trop s'investir dans Disney Plus pour moins s'investir dans les sorties cinéma. Et donc, vu qu'on a le retour là, en fait, il nous annonce dès le début que moins 20% de production le mois prochain pour Disney+. On va dire qu'il va y avoir plus de films au cinéma et moins de films sur Disney+. Voilà, donc malheureusement, j'ai envie de dire, Disney+ va être moins intéressant cette année, enfin l'année qui vient, vu que il n'y a que 40 films et séries pour l'année 2023 sur Disney+. Ça devrait aller, je pense, quand même. Petite larmichette. Après, si à cause de ça, on va perdre la saison 2 de She-Hulk, eh ben tant pis, écoute, il faut qu'on passe par là. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. C'est ça va être malheureux, mais dans un autre sens, moi, ce qui ferait plaisir, c'est plus le contraire, c'est qu'ils puissent nous faire une saison 2 de Andor, par exemple, de Star Wars Andor. Ah oui, moi je l'ai pas encore terminé, donc je suis à la fin là. Donc voilà. Donc voilà. Ils ont annoncé quand même des productions télé, qu'ils vont réinvestir sur les productions télé et ainsi de suite. Donc on va avoir quand même des séries, mais ça sera pas des productions directes tout Disney+. C'est l'annonce de notre cher Bob Iger, donc ça peut être intéressant de voir des annonces comme ça où on nous dit bah le Covid est fini et là on se retrouve sur des annonces plus qui va dans une direction différente et surtout qui est de privilégier la qualité à la quantité et de surtout de faire des productions avec un nombre d'épisodes qui ne sert où il y a des épisodes qui ne servent à rien. Rappelez-vous de certaines séries que je ne citerai pas, mais vous voyez des épisodes de grosses séries Marvel ou même Star Wars qui étaient étirés en longueur, qui ne servaient à rien. Est-ce que ça Ouais, vous voyez les séries que je pointe du doigt un petit peu. Ouais, on a compris. Hein. Voilà. Coucou WandaVision, même si elle était très bien ou des choses comme ça. Ouais, c'est Ou sûr que tu même te dis, il y a quelques épisodes, tu te dis, ça apporte pas grand-chose, ils auraient été en moins, ça changeait rien à clairement, l'histoire et au scénar, quoi. clairement. Donc voilà. Donc c'était un petit peu la news qui fait plaisir en tant que spectateur, un petit peu moins pour certains au niveau série télé, mais bon après est-ce que ça serait pas le meilleur move pour privilégier la qualité? Voilà. Mais écoute, tant mieux, enfin, si c'est ça vraiment derrière, c'est une bonne chose, la qualité sur la quantité. Après, moi globalement, j'ai bien aimé le Loki, j'avais bien aimé le WandaVision, donc ça c'était vraiment, 2 sympas et qui pourtant, ont pas mal, divisé.
Après, le She-Hulk, j'ai regardé juste un petit peu et vraiment ça m'a saoulé, par contre, je me suis fait la Miss Marvel, c'était C'était sympa, bien, mais sympa, sans voilà. plus. Ah si, le Hawkeye aussi était sympa. Bon, voilà, mais tu vois, c'est un peu oubliable, quoi, Le c'est Faucon et le c'est Soldat de l'Hiver, totalement oh, oubliable. ah ouais, ouais, je suis d'accord. Enfin, voilà. Moi, grosse déception quand même d'Obi-Wan qui était bien, mais pas. Voilà. Même chose pour le livre de Boba Fett. De la série Oui, centrée le Boba livre de Fett. Boba Fett enfin, en fait, la partie sympa du livre de Boba Fett, c'est quand il y a le Mandalorien. C'est ça. C'est ça, parce Donc que les bikers en scooter bizarroïde et avec des implants cybernétiques chelous, ouais. est-ce que ça a sa place dans l'univers Star Wars? Je sais pas. Et puis bon, mais le gars qui se ramène, qui se balade dans la ville, sans son casque, à saluer tout le monde, tu fais: «Bah, attends, merde, c'est un chasseur de primes, quoi». Enfin, le gars, C'est ça. normalement, c'est le respect, quoi, enfin, je sais pas, c'est Donc, bon. ça cadrait pas, quoi, avec le personnage. Donc ça, ils ont fait trop évoluer le personnage. C'était plus Boba Fett, tu l'appelles autrement, quoi. Tu l'appelles, je sais pas, l'abbé Pierre, comme tu veux, mais pas Boba Fett, quoi. C'est ça. Donc, et en plus, ce qui est malheureux, c'est que le personnage dans l'univers légende avait été 100 fois mieux fait. En fait, ce qu'il faut se rappeler dans l'univers légende canonique, Boba Fett devenait le Mandalore dans l'Empire mandalorien, entre guillemets. En fait, il reconstruisait le Mandalore, c'est-à-dire la civilisation des Mandaloriens. Et c'était totalement badass. Alors que là, c'est un mec, il devient juste le parrain de la pègre avec des racailles bizarroïdes. Et voilà quoi. Et qui se fait aider par. Le parrain de la pègre avec des principes. Voilà. Tu te dis. C'est ça, il est peut-être trop gentil. Il est devenu trop gentil parce que. Enfin, tu te dis. C'est le mec quand même qui a emmené Han Solo dans la carbonite et ainsi de suite. Il avait une arme qui désintégrait les gens et ainsi de suite. Tu te dis quand même. Enfin, c'était pas le mec tout blanc. Enfin, bref. On va éviter de se faire mal dans nos petits cœurs de fans de Star Wars. Ouais. Après, juste pour Kenobi, je veux pas pas passer trop de temps dessus, mais sur Kenobi, c'est très inégal sur les épisodes. Il y a des épisodes, j'ai adoré, et il y a des épisodes, il se passait rien. Et j'ai adoré de voir un Kenobi, qui était, où c'était compliqué pour lui, qui avait arrêté, qui se cachait, et donc qui avait beaucoup de mal ou autre. Et en 3 épisodes, il revient full power et il défonce tout le monde. Et tu fais: «Bah non, tu t'es vraiment passé d'un extrême à l'autre, quoi». Enfin, tu et donc moi, ça m'a paru dommage, quoi. Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que on a, c'est pourquoi le raccorder à l'IA de nouveau. Enfin, on sait pertinemment. Enfin, c'est ça qui est dommage d'un point de vue scénaristique, c'est que on sait pertinemment qu'ils vont pas canner parce que l'épisode 4. Il peut pas rester avec Leia parce que l'épisode 4. Ils peuvent pas vraiment avoir de vrais combats contre Dark Vador parce que épisode 4. Ils auraient pu faire tellement d'autres choses. Ouais, même s'il y avait un beau combat quand même, hein, le combat contre Dark Vador était sympa. Mais oui, clairement. Ils ont fait le max de ce qu'ils pouvaient faire sans casser que l'épisode ça perde 4. tout son sens, quoi. Voilà, c'est ça. Il manque surtout en fait les inquisiteurs. Moi j'aurais voulu en savoir plus, quoi. On les voit à peine, ils sont là, ils se battent même pas contre eux. Ouais, c'est ça, donc les inquisiteurs, en fait, j'ai pas compris, en fait. Ils ont l'air d'être hyper importants dans le début de l'histoire. Et puis après, en fait, c'est de la merde. On n'entend plus parler. Mais les inquisiteurs, tu comprends mieux, et je trouvais dans le Jedi Fallen Order là, Oui, que dans la série.
Mais les inquisiteurs, ils sont quand même plutôt balèzes, quoi. Et là, en fait, ils se battent même pas contre lui. C'est directement Dark Vador, en fait. Moi, je m'attendais à ce que, voilà, il y ait des. À la limite, il aurait pu avoir des vrais combats avec les inquisiteurs, quoi. C'est ça. Donc bon, donc voilà, bon. On va pas trop parler de Star Wars et de Disney. Je pense qu'il y a d'autres choses plus intéressantes, comme Apple, qui est encore accusé d'obsolescence programmée en France par une association qui s'appelle l'association française Halte à l'obsolescence programmée, ou plus communément appelée l'association HOP, qui a fait une annonce de porter plainte contre Apple auprès du procureur de la République le mercredi 7 décembre. Alors, comme son nom l'indique, dans cette association, elle sert à démontrer et faire ressortir les pratiques frauduleuses qui pourraient entraver les intérêts des consommateurs, et surtout dans notre contexte écologique, aussi de protéger les déchets électroniques qui commencent à être là. Ils avaient déjà porté plainte en 2020 à Apple, et ce qui avait entraîné une amende de 25 millions d'euros. Donc voilà ce qu'il faut se dire. Là on va faire l'instant promotion Microsoft, mais voilà, arrêtez Apple, allez voir Microsoft. Voilà, ça c'est le petit troll. Je vais devoir vous quitter par contre. C'est le moment troll, hein. Voilà. Et donc voilà. Donc en fait, ce qu'ils leur demandent, malheureusement, c'est que quand ils parlent d'obsolescence programmée, c'est qu'ils en fait, ils ont pour ligne de défense que Apple veut toujours empêcher que les réparations soient effectuées par des réparateurs mais pas agréés de la marque, dans le but de bien contrôler un maximum de pièces. Voilà. Et ils accusent aussi que les pièces dites certifiées marchent quand tu fais les réparations, et que tu ne peux pas mettre qu'il y a des moyens de certification en interne dans l'appareil quand tu mets des pièces compatibles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mon cher Bertrand. Ouais. Mais donc, en fait, pour moi, c'est un vrai sujet, qu'ils ont, et c'est là où tu vois tout le greenwashing d'Apple. Parce que plutôt que de communiquer sur le côté green de la société en disant: «Bon, on arrête d'envoyer des chargeurs, avec les iPhones», qui a rien à voir avec le côté green, c'est uniquement pour réduire la taille des paquets, réduire le coût en envoyant des chargeurs, mais surtout réduire la taille et faire en sorte d'envoyer plus de paquets dans un même conteneur. Il y a absolument aucune volonté de faire du green là-dedans. Par contre, faire en sorte que les produits soient réparables, facilement réparables, proposer des pièces détachées, ça c'est, vraiment quelque chose qui est important et c'est honteux, et là l'exemple flagrant effectivement, c'est les AirPods. Les AirPods et même la deuxième génération, ils sont pas du tout plus réparables que les premiers. Et après, même si tu vas peut-être dire: «Ouais, mais en fait, c'est trop petit et c'est parce que c'est trop petit qu'on peut pas, par exemple, juste changer la batterie». Juste changer la batterie, hein, ça veut dire que tu sais qu'ils vont mourir, en fait. Et beh, les derniers Galaxy Buds de Samsung, la batterie est remplaçable. c'est Donc ça. voilà. Faut pas se dire que, c'est parce que le design du produit fait que c'est pas possible. Non, non, c'est tout à fait possible, c'est une volonté. Et moi, personnellement, en tout cas, je préférerais que la tige soit même, s'il faut, un tout petit peu plus grosse, mais que je puisse changer la batterie, plutôt que d'avoir une tige plus fine, où on ne peut pas changer la batterie. Et ça, c'est vraiment le combat de demain, il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte d'avoir des produits réparables. C'est ça. Donc voilà, c'est ça que tu te dis, c'est que l'association, bon là c'était le moment troll de dire bon acheter Windows et ainsi de suite, et Android, mais tu te dis que cette association là, même si elle a
un discours écologique plutôt bon, même si Apple avait déjà communiqué à ce niveau-là. Je pense qu'ils sont ils vont dans le bon sens, cette association. Ils vont essayer de faire changer les choses, après en espérant que ça fasse quelque chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, dans les exemples d'autres fabricants, parlons de Valve par exemple, Valve propose de vérifier directement via une application dans le Steam Deck, excuse-moi, l'état de santé des composants afin de pouvoir les remplacer. De faire une demande de SAV, de commander les pièces et que ça, toi, puisse les changer. Ça, je trouve que c'est dans l'air du temps déjà, et ça, on n'a pas ce move-là d'Apple, ce qui pourrait être bien mieux, je trouve, et pas de bloquer le précaré, entre guillemets, du non, il faut une pièce, les pièces certifiées, ainsi de suite. C'est ça qui est dommage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais très bien. Et sur Valve, par exemple, tu as même la possibilité, donc sur ton Steam Deck, de changer ton disque dur. Aujourd'hui, chez Apple, c'est un moyen de te vendre ton téléphone 200-300 € de plus, juste en augmentant la capacité du disque dur, avec des prix qui n'ont aucune réalité de marché. Et donc, oui, effectivement, l'approche est totalement la bonne. Il y a une époque où il y avait je crois que c'était les Fairphone, qui étaient Oui. des téléphones où on voulait, pouvoir changer la caméra, changer le module GSM ou autre. Ça n'a pas marché et c'est vraiment dommage. Mais sans aller jusque-là, avoir juste un téléphone qui soit facilement démontable et facilement réparable, pour moi, c'est capital pour essayer de préserver, les métaux et tous les composants qu'on a dedans et faire en sorte de les faire durer le plus longtemps possible. Et si on peut un peu upgrader, beh, tant mieux, si on peut en plus changer la taille du disque ou autre, tant mieux. Mais ne serait-ce que changer le composant et réparer, ça serait vraiment top. Mais, juste une chose, normalement le dernier iPhone, l'iPhone 14, pas le Pro, a eu une avancée significative dans la réparabilité. Donc, petit à petit, peut-être que ça bouge un petit peu. Mais de toute façon, Apple est très lent pour bouger, hein, donc, on s'en reparlera, je pense, encore dans quelques années. Oui, je pense que c'est une action parmi tant d'autres d'associations dans le but écologique pour faire avancer. Après, c'est que français, donc l'un dans l'autre. Est-ce qu'il y aura vraiment un impact dans l'international? Je sais pas. L'avenir nous le dira, mais voilà. Donc voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que même s'il y a ce move-là, on va dire qu'on n'est pas encore dans un Apple au fond du trou. Comme GameStop, donc troisième news. Jean-Michel Transition sort de mon cœur. Belle transition. Voilà, Magnifique. c'est GameStop est en difficulté au point de vue de la bourse. Les résultats financiers sont très bas. Il manque un trait, je crois. Oui, très bas. Les gens font de moins en moins confiance aux magasins spécialisés. C'est malheureux à dire, mais c'est le cas. C'est dommage qu'il faudrait qu'on invite que j'essaye de trouver un streamer qui a été vendeur dans des jeux, dans des Micromania ou dans des magasins spécialisés de ce type-là. Mais ce cas de figure-là, c'est un petit peu partout. Quand je dis partout, c'est même dans les espaces culturels, des choses comme ça, il y a de moins en moins. Enfin, le moral n'est pas au beau fixe au niveau des jeux vidéo, car il y a de plus en plus de gens qui achètent en ligne de façon dématérialisée. Voilà. Et ce qu'il faut se dire, c'est que GameStop, qui est plus connu ici en France sous le nom Micromania, et pas au beau fixe, mais ça c'était déjà connu même en 2021 et en 2020. Rappelez-vous de l'histoire des en bourse où il y avait eu où on avait remonté où il y avait des gens qui avaient remonté le cours de GameStop, si tu te rappelles, Oui. Florent.
Ouais, Ils avaient fait, exprès, en fait, de le faire remonter artificiellement et il y a des C'est ça, traders qui ont perdu des millions dans c'est l'histoire ça. parce qu'ils avaient parié sur le fait que le titre allait perdre de la valeur, et donc sur ce type de paris-là, c'est des paris qui sont quand même très risqués et surtout, lorsque ça se fait pas, ça coûte très, très cher, quoi, donc ça avait fait le pot de terre contre le pot de fer d'ailleurs à cette époque-là. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Après là, le moral n'est pas au beau fixe. Il y a de plus en plus de pertes d'emploi au niveau de chez GameStop. Et donc, ce qu'il faut se poser la question, c'est Micromania Zing, est-ce qu'elle va rester encore aussi bon? Je ne suis pas sûr. Alors moi, dans mon cas personnel, j'avais un Micromania qui était juste à côté de chez moi, dans un centre commercial à côté de chez moi. Il a fermé ses portes cet été. Avant la sortie, si tu te rappelles, de Mario Striker, mon cher Florent. ah oui, En c'est vrai. fait, quand j'ai commandé le Mario Striker, la version avec le t-shirt, tout le tralala, en fait, moi je m'étais dit, je vais le commander pour l'avoir à côté de chez moi. Et le truc que je ne comprenais pas, c'est que il me mettait impossible de le livrer à ce moment-là. Là, tu te dis, ouh, ça, c'est pas normal. Et une fois, en fait, j'étais passé devant et c'était solde avant fermeture de la. Enfin, vente à perte avant fermeture du fonds de commerce. Et c'est là où tu te dis, c'est pas fou, Ouais. c'est pas foufou. Hein. Donc voilà. Après la question c'est pourquoi est-ce que tu vas dans un Micromania, en fait? Moi je trouvais que c'était top ce qu'ils avaient fait, le move là de pouvoir proposer des goodies dans le magasin. Moi clairement, c'est ce qui m'a fait revenir dans les Micromania, parce que les prix des jeux d'occasion, pour moi étaient beaucoup trop élevés, pour de l'occasion. Enfin je Oui, comprends pas les prix, ben, après je comprends, il faut faire tourner la boutique, hein, mais pour moi il y a un problème de prix sur, les jeux d'occasion, donc j'ai arrêté carrément de regarder les bacs parce que là au bout d'un moment, ça a plus de sens. Les jeux neufs, bah, c'est terrible, mais les supermarchés leur font une concurrence, folle. Donc surtout si tu es dans la galerie marchande d'un Leclerc, tu as Leclerc qui te met le prix le plus bas, et tu as le Micromania qui est juste à côté, avec 10 € ou 20 € de plus pour le même jeu. Bon, voilà, si tu veux Ouais, faire c'est travailler souvent les 20 balles de plus, c'est-à-dire que ah Micromania, ouais, c'est le prix fort. eh ouais. Mais après, si tu veux, c'est pas ça qui f c'est le même prix que si tu l'achètes en démat, sur le store officiel du truc. C'est-à-dire que Oui, sur le un store officiel, tu fais bien de voilà, préciser. voilà, sur le store officiel. mhm. Mais, après, c'est sûr, hein, moi le premier, hein, je vais en supermarché, hein. Je veux dire, quand tu as 20 € de différence, quand tu as un jeu, qui est à 50 balles, que eux ils vont vendre 69 ou 79 € pour le même jeu, Bah, le choix est vite fait. Hein. C'est malheureux à dire, voilà. hein, mais voilà. Et puis ils ont pas des tarifs après, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont des tarifs de reprise qui sont bas et ils vendent des fois les jeux plus chers, d'occasion que neufs. Parce qu'ils font Ouais. souvent des promos quand même. Après Mm. sur les goodies, je trouvais ça vraiment bien. Toute leur politique de goodies, on trouve des trucs qu'on trouve pas ailleurs. Donc j'avais vraiment trouvé ça sympa. Donc bon, Ouais, c'est vrai. je C'est j vrai. Moi, j'ai failli, pendant le Black Friday, même là, j'ai failli, petite pensée à ma femme, j'ai failli casser ma tirelire à m'acheter le casque, pas du Mandalorien, mais le casque ah, de la reine de Mandalore, avec le petit viseur qui se descend et ainsi de suite. Mais je me suis dit non. On est en période de Noël. Non. Mais qui était un bon prix en plus. Ouais, Mais mais oui, là, oui. encore une fois, ils sont en train de se faire écraser aussi sur ça, sur les goodies. Parce que je vois maintenant dans les Auchan, dans les espaces culturels Leclerc, Ah mais clairement. beh, il y a de plus en plus de figurines, de goodies. Moi, je vois, ne serait-ce que chez moi, dans mon Auchan, beh, il y a 2 petites vitrines avec, des figurines de manga, des figurines, dérivées. Je vais dans mon espace culturel, alors, bah, là, il y a du Hot Toy, il y a du Prime One, il y a Ouais, des c'est vrai. figurines en veux-tu, en voilà, j'en ai, beaucoup plus que chez un Micromania, limite. Et même dans les Heu Cultura. et tu regardes les jeux, bah, ils sont au prix Leclerc et les figurines, beh, pareil, ils sont à des prix relativement bas.
enfin, relativement, ils sont pas plus chers, quoi. C'est ça. Donc voilà. Après, c'est malheureux parce que quand même, c'était à une certaine époque, quand même, c'était le magasin, the place to be. Moi, je me rappelle quand on était plus jeunes, hein, même vous. Micromania, moi j'aimais y aller parce que tu pouvais papoter avec des gens qui étaient qui avaient quand même la même passion que toi en tant que jeu. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que tu te dis voilà, il y a un petit souci à ce niveau-là. Et oui, Donc moi après je me souviens j'allais, tu vois, à Ultima à l'époque, pour aller changer mes jeux Super Nintendo. Mais c'était génial en fait parce qu'à l'époque, tu rentrais dans un encore une fois, il y avait pas internet. Putain, j'ai vraiment l'impression d'être vieux ce soir, mais il y avait pas internet et tu arrivais là-bas et tu découvrais des jeux d'import avec des jeux en jap, que tu avais pas sur le territoire. Donc, tu achetais ton adaptateur, le truc, il te sortait ça d'une caisse, tu te disais: «Mais c'est quoi cet adaptateur? Est-ce que ça va marcher?» Enfin, c'était presque magique, quoi. Et tu venais, tu rapportais ton jeu, tu rajoutais à l'époque, 20 ou 30 € et tu avais un autre jeu, d'occasion à la place et sauf que tu changeais ton jeu tous les 2 ou 3 mois, quoi, parce que ton jeu, il c'est durait ça. 2 ou 3 mois, hein, tu en avais un, tu le ponçais, quoi. Et là, avec la profusion de tout ce qu'on peut avoir, les clés de démat, ou autre, bah, le physique, c'est vrai que je trouve qu'il perd énormément et tu vois, moi qui adore les jeux rétro, les jeux aujourd'hui, je les achète plus en format boîte. Déjà, les jeux PC en format boîte, on les trouve plus et C'est les vrai. jeux console, on est sur du jeu quasi jetable, quoi. Tu viens et il faut que tu termines ton jeu et puis tu sais que tu en as 15 autres qui arrivent derrière, faut que tu te dépêches à le finir pour jouer aux C'est autres, ça. quoi. Donc, Moi tu le plus la même grand le- relation. Moi le plus grand regret que j'ai eu sur les magasins spécialisés, c'est pour ça. C'est la PSP. Donc c'est l'une des premières PSP. Donc dites-vous, le numéro de série c'est une PSP 1004. Donc plutôt les premières versions. En fait, ce que j'ai, c'est l'un de mes plus grands regrets, mais à l'époque, comme j'en avais parlé avec dans un épisode précédent, c'était avec l'ami Seppop. Donc l'épisode précédent, c'est moi je faisais partie de la génération du tu vends toutes tes consoles pour acheter la nouvelle. Donc moi ce que j'avais fait c'est à la sortie de la PSP, vu que j'étais quand même un Sony fanboy à l'époque, j'avais vendu ma Game Boy Pocket, ma Game Boy Color, ma Game Boy Advance et la Game Boy Advance SP et tous ces jeux pour m'acheter une PSP et j'ai dû, je crois, rajouter un petit peu. Alors que j'avais une Logitech de Game Boy énorme que j'avais depuis les années 90 avec un Pokémon. Même chose pour la ludothèque Game Boy Color, même chose pour la Game Boy Advance, et tout ça pour acheter un jeu, enfin une PSP où j'avais, où je m'étais acheté à côté Wipeout Pure que j'ai encore, et on nous avait proposé de remplir un papier pour avoir en UMD vidéo le Spider-Man 2. Ah ouais, énorme. Voilà. C'est vrai, les vid oui, ils faisaient des Oui, trucs donc, comme ça à cette et époque-là, ça, ouais. c'est les grands malheurs que j'ai eu quand même, c'est après coup, tu te dis punaise quand même, Tu t'es dépouillé, quoi. euh, j'avais vendu 4 consoles plus, allez, je dirais 40 jeux quand même. Il y avait du Metroid 2, il y avait du Zelda Link's Awakening de l'époque, Mario 1, 2, 3, Mario Land 1, 2 et 3, les Mario de GBA, les Sonic Advance, tous ces jeux-là que j'ai tout balancé pour même pas à coûter 200 €, 300 €. Je sais plus, je crois 200 € à l'époque, et j'avais l'impression d'avoir perdu plein de choses. Donc ça c'est un petit moment douloureux de l'époque, même si j'étais adolescent, j'étais au lycée à l'époque. Mais ça te fait mal aux fesses, hein, de se dire que voilà, que bah, c'est une page qui se tourne, et surtout d'avoir tout perdu, quoi. Et moi, j'ai revendu comme ça ma Game Boy et tous mes jeux de Game Boy pour m'acheter la Game Gear avec un jeu. J'étais On ne va tellement content à pas, l'époque. on ne Et va pas oui. se moquer.
Et tiens, en parlant de ça, il faudrait que je regarde parce que mon père, je crois, il a encore la Lynx avec Ah, un la jeu Lynx. qui était la Genre, première console portable pour oui, gaucher où tu et oui. retournais enfin bref, qui était énorme. C'était une des premières avec écran couleur et moi, elle me faisait rêver, mais vraiment rêver la Lynx, quoi. Donc et là, j'ai essayé de m'en reprendre une, mais c'est inabordable et ensuite les jeux sont hyper chers et la console, bon, on ne voit pas très, très bien, quoi, dessus, hein, clairement. Mais tiens, faudrait que je lui demande où elle est parce qu'elle doit être encore chez mes parents, hein. Elle doit être encore chez mes parents quelque part. Faudrait que je lui demande. J'espère qu'il l'a pas acheté, le malheureux. Ouais. Donc voilà, donc c'était les grands moments de GameStop qui est proche du club de fin malheureusement. Et donc accessoirement de Micromania. Donc voilà. Sans transition, on va parler de choses un petit peu plus heureux, comme je dirais. On va parler de la news Netflix du jour. C'est après l'annonce d'un film, enfin d'une série live One Piece, il y a une nouvelle adaptation d'un manga très populaire pour les personnes qui sont adeptes des shonen. C'est que notre cher Netflix vient de nous annoncer qu'il va y avoir une adaptation de My Hero Academia. Est-ce que les potos, vous connaissez My Hero Academia? Non, moi non, je regarde pas. Ah. Moi, j'ai dû regarder 2-3 épisodes, mais j'ai pas accroché, désolé. Alors, en fait, comment vous expliquer ça? C'est un shonen type Naruto et compagnie, avec un univers qui est maxé par des comment dire ça? En fait, c'est un univers où il y a des super-héros et où on a des super-héros mais qui est lié à une mutation. Donc en fait, c'est vous connaissez X-Men? La réponse est oui. Oui. Bien sûr. Voilà, X-Men en manga, mais dans un univers type lycée au début, et qui devient de plus en plus, pas adulte, mais un petit peu plus... et qui est une série quand même adorée par une bonne partie des gens quand même, des fans de comics, pas les très pointus, mais j'ai envie de dire ceux qui aiment bien les shonen, c'est un petit peu les successeurs à ceux qui aiment Naruto. Dans le même Moi, pendant. Moi, dans les 2-3 épisodes que j'ai vus, je pensais que c'était autour d'une école avec des super-héros dedans en apprentissage, on va dire. C'est Et, ça. et ensuite, c'était de dire, il y a des grands héros qui sont hyper reconnus, hyper forts, hyper puissants, et vous êtes des petits padawans et on va vous former pour devenir aussi des grands héros. Et ils affrontaient des petites menaces, entre guillemets, à leur portée. Et pour certaines, mais il faut qu'il y ait au moins l'instructeur qui débarque pour arriver à les sauver et faire en sorte qu'ils arrivent à s'en sortir, quoi. Donc c'était un peu dans la retenue et pour le coup, moi, ça m'a pas des matchs marqué. Je me suis dit: «Bon, envoyez-moi direct les grands héros qui une belle baston, quoi». Et Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu suis petit à petit, moi je les suis au rythme japonais. Donc là, on est vers la fin de la série parce que il a déjà annoncé que l'arc qu'on est actuellement, on se rapproche de la quasi fin. ah OK. Donc voilà, et on est vraiment sur des pouvoirs quand même qui sont vraiment badass. Donc faudrait que tu les regardes limite, mais ou que tu les lises, mais il y a quand même une trentaine de tomes, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc faut s'y attaquer. Donc voilà. Donc bon, en fait c'est un shonen à lire, je pense. Faut en se disant ça sera un Naruto bis. Moi c'est ce que je suis parti. Je me suis fait porter par les événements et maintenant je suis au rythme japonais, donc voilà. Et donc là, pour se rattacher au problème,
entre guillemets, c'est que après l'annonce après la bande-annonce des Chevaliers du Zodiaque en live fait par des Américains, là on a l'annonce que Joby Harold est scénariste de My Hero Academia et il sera tourné par Shinsuke Sato qui a adapté en film live Bleach, Death Note et Gantz en film. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que Bleach, il est sur Netflix, c'est un mouef sur 20, on va dire. Death Note, mouef, même si j'en ai un, je crois que c'est celui en plus. Il l'avait fait. Alors attendez, parce que je l'ai en DVD celui-là, et il est. Alors, Battle Royale, Shinosuke Kateno. Bah non, c'est pas ça. Donc ça veut dire que c'est pas lui, c'est pas parce que en fait, il y a quelques années, il y avait eu un Death Note en film live au Japon qui était bon mais sans plus. Et j'espérais que ça soit lui. Ça veut dire que ça pourrait être encore regardable, mais là non en fait. Donc j'ai envie de dire, j'ai peur du résultat final, on va dire. Comme un peu One Piece, même si ça donne envie ce qui se passe en ce moment. Là, ce qui se passe, c'est que est-ce qu'on va vraiment avoir une bonne série live, enfin un bon film live après Cowboy Bebop et Death Note, qui était plus que dispensable quand on les a regardés sur Netflix. Allez, je fais les Zodiacs qui piquaient, quoi. C'était de la merde en boîte. Hein. Et vous avez pas vu la bande-annonce qui est sortie il y a 2 semaines ou 3 semaines que un studio américain est en train de se refaire en film live. Laissez-les tranquilles, c'est pas Chevalier du Zodiac. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, moi, je suis en train de me dire, bon, espérons qu'ils vont pas nous faire une bouse intersidérale, parce que là, ils arrêtent en fait, avec ça, en fait. Ils sont pas bons là-dedans, en fait. Dans les live action d'anime, ils sont pas bons. Moi, c'est ça qui me fait dommage, qui me fait un petit peu pleurer aussi, c'est que en fait, on est sur on est en train de se dire, hey, Marvel et DC ça marche. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore adapté? Les mangas, on n'en a pas encore adapté. Allons-y. Sauf qu'on est dans les adaptations de mangas de l'époque des fin 90 début 2000 pour les films de comics, si vous vous rappelez. C'est-à-dire les bons vieux nanars type Blade 3 ou toutes ces choses-là où c'est t'es là, tu fais mais qu'est-ce que vous branlez? Ou même les 4 Fantastiques. Ah oui. Où c'était bien mais sans c'est pas se taper le cul par terre, enfin vous voyez ce que je veux dire. Batman et Robin, c'était génial par contre. Ouais, ou Batman Forever. Avec la Batcarte. La Batcarte bleue. Bref. Mais voilà, je sais pas. C'est ça qui me fait peur. Parce que j'ai envie de dire, les films live japonais, ils ont pas les budgets, mais tu te dis qu'ils essayent de faire quelque chose en restant quand même dans le précaré entre guillemets, en essayant d'être fidèle. Mais manque de moyens, ça te fait des trucs pas ouf. Là, c'est un studio américain avec Netflix, donc il y a plutôt de l'argent. J'ai peur qu'on nous fasse une Dragon Ball Evolution. Hein. C'est ça qui fait peur. Oula, tac fort là. Ah oui, mais voilà. C'est. Et ça arrête en fait d'essayer d'adapter des animés en fait. Voilà. Je pense qu'il faut le faire, mais pas dans une visée de se dire hey, on va gagner de l'argent parce que j'aime l'argent.
ça serait peut-être plus de se dire adaptons-le fidèlement ou faisons plaisir aux gens et pas j'aime l'argent, j'aime bien gagner de l'argent. C'est ça qui Ouais, mais ils y arrivent pas, c'est pas leur truc en fait. c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Donc la news qui fait moyennement plaisir, comme dirait l'autre. Donc voilà. Donc Après, même c'est vrai que vous, quand vous tu êtes regardes les pas. adaptations, c'est même, tu vois, les Resident Evil, là, les films qu'ils ont sortis, enfin, c'est le dernier qu'ils ont sorti, je crois que Alors c'était non, ça Welcome to Raccoon c'est pas la City. même chose. C'est que c'est le réalisateur Paul Anderson, si mes souvenirs sont bons, qui fait C'est des possible. films à la gloire de sa femme, Mila Jovovich. Non, le dernier, Welcome to Raccoon City, il n'y a plus Mila Jovovich. Donc là, c'est vraiment, ils ont essayé de faire une reprise des jeux vidéo pour faire du Resident Evil au cinéma. Et ils ont tout foiré, mais tout foiré. En fait, ils ne connaissent pas du tout le lore, ils ne connaissent rien du tout du truc. C'est bon, mais quoi, il y a un virus. Bon, mais ok, allez, c'est bon. Ok, J'ai compris le check. scénario. On y va. Ok, check, ça c'est fait. Et il y a c'est qui les personnages importants? C'est machin. OK, bon, ben voilà. Et ils transforment tous les personnages, ça veut plus rien dire, ils correspondent plus à rien et c'est honteux. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est des personnes qui ne respectent pas du tout les Ah bah licences, oui. le lore, qui ne connaissent rien du tout et forcément, ils font de la merde. C'est normal. Il y a pas de mystère, hein. C'est Mais bon, ça. Donc voilà. dommage. Allez, passons sur un truc plus jovial, on va dire. On va partir sur pas le My Hero Academia. Passons sur une autre chose digne des mangas, c'est la fusion nucléaire. Non, c'est suite à l'annonce des États-Unis qui nous annoncent qu'ils ont franchi un seuil historique au niveau de la fusion nucléaire. C'est que en fait, ils ont annoncé que pour la première fois, il y a eu on va dire que la production d'énergie par ce type-là a été dépassée, c'est-à-dire qu'on a dépassé le seuil d'initiation qui a été franchi. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'initiation ? C'est de rester en fait face à une production. En fait, pour créer une fusion nucléaire, bon, je vais pas parler de tout ce qui est réaction nucléaire et tout le tralala. Ça, sinon, il faudrait que j'appelle mon frère qui est prof de physique chimie. Il nous coacherait d'une meilleure façon. Mais en fait, la fusion nucléaire, en fait, c'est qu'on utilise un laser avec à forte énergie, à fort impact d'énergie pour créer une fusion de deux atomes. Mais pour créer une fusion de deux atomes, il nous faut une quantité énorme pour lancer la réaction. Et ce qui se passe en fait, dans notre cas précis, c'est que là on veut créer quelque chose et qui se tienne. C'est-à-dire que le rendement de production de la fusion de l'énergie émise par la fusion nucléaire soit à l'équilibre de ce qu'on lui injecte. Et en fait, les États-Unis ont annoncé que pour le 13 décembre, on nous a annoncé que le seuil d'initiation a été franchi. C'est-à-dire que pour 2 mégajoules d'injectés, donc déjà 2 mégajoules, c'est une quantité pharaonique, il y a eu 3,15 mégajoules de produite. Donc le seuil de rentabilité énergétique est bien franchi, mais le seul souci, c'est que là on est déjà à un seuil, bon, on est à plus ou moins équilibre. Après, il faut continuer la réaction de fusion nucléaire. Et ça, ce n'est pas la même chose. Donc là, en fait, ce qu'il nous a annoncé, c'est qu'il y a un bon début, mais pour l'énergie de fusion nucléaire comme source d'énergie, on est encore loin de là. Est-ce que les potos, vous avez
des choses à parler à ce niveau-là. Moi, je suis le sujet, attentivement. C'est hyper important en tout cas, je dirais, ça et sans exagérer pour l'humanité en fait, hein. C'est vraiment, la source d'énergie de demain, et c'est celle qui est la source d'énergie quasi illimitée en fait, hein, tout simplement, qu'il faut qu'on arrive à trouver, à domestiquer, à produire. La seule chose, c'est que ce qui me fait un petit peu peur, c'est on s'attend trop à ce que, il faut que ça marche et donc et c'est bon, ça marchera. Donc autrement dit, on n'a pas de problème en fait, parce que ça va nous sauver. Le souci, c'est que cette technologie-là, là, on en est juste sur des petits prototypes. Une fois qu'on aura fait les petits prototypes, on va pouvoir faire peut-être les premières centrales qui seront des toutes petites centrales qui produiront quasiment rien. Et une fois qu'on aura validé les petites centrales qui produiront quasiment rien, on pourra faire des grosses centrales qui commenceront à produire un peu plus et ainsi de suite. Donc là, on est en train de se dire, dans ce que j'entends, hein, on se parle d'une échelle d'entre 50 et 100 ans. C'est ça. Voilà. Donc si tu te dis en fait, bah, c'est bon, il y a la fusion, donc on peut y aller, il y a pas de Pleine souci, balle, la hein. fusion nous sauvera tous. Beh, dans 50 ou 100 ans, mais il faut qu'on tienne d'ici là. Et là, Et c'est ça le d'ici là, ça va problème. être compliqué. C'est C'est là ça le problème, et en et dans fait. les points, moi, qui m'ont vraiment marqué, c'est que là, juste pour te donner un exemple, effectivement, on a réussi à produire plus d'énergie que ce qui a été nécessaire pour, faire chauffer, en tout cas via les lasers. Par contre, donc je redonne les chiffres que tu as donnés, on a produit 3,15 mégajoules d'énergie, on en a injecté 2,5, 2,05, mais il a fallu 300 mégajoules pour pouvoir préparer et activer les lasers. Donc Donc on en ça a veut dire produit que 3,15 et on en a dépensé 302,05. donc on n'est pas D'accord? encore dans le seuil de rentabilité vraiment. On n'y est pas Là, encore. Voilà, donc c'est juste pour relativiser un petit peu la bonne nouvelle, même si ça reste une bonne nouvelle. C'est juste pour dire que le palier, il est loin. Donc les scientifiques disent: «Non mais c'est bon, on va trouver une solution pour régler ce problème». Oui, oui, dans 50 ou 100 ans, ça sera prêt en fait, ça sera bon. L'autre point, c'est que, ce qui est, donc la fusion qui est lancée, elle est à plusieurs millions de degrés, d'accord? c'est dans les 3 Donc millions de degrés, je crois. ouais, exactement, exactement ça et là, tu te dis: «Mais plusieurs millions de degrés, c'est quoi le contenant?» C'est quoi le contenant qui contient plusieurs millions de degrés? Donc je me suis intéressé au point, mais il y en a pas. Donc, Pour pour l'instant, il y pouvoir en a pas. contenir plusieurs ouais et pour pouvoir contenir plusieurs millions de degrés, ce qu'ils utilisent et c'est très malin bien sûr, c'est des champs magnétiques. C'est ça, Donc tu c'est as une qu'en fait, on boule fait de plasma c'est vas-y, ça, vas-y. c'est qu'en fait, pour contenir du plasma, en fait, ils font un «bouclier magnétique» entre guillemets, pour éviter que la réaction sorte du champ et qu'ils se «contiennent» entre guillemets, mais et c'est tout ça qui bouffe de l'énergie aussi. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que les lasers, OK, chauffent le truc, mais il faut aussi, penser au bouclier magnétique, en fait. Et là, on n'en est pas encore là, hein. Et alors, ensuite, mais l'énergie, tu la récupères comment? Parce que tu dis, beh, d'habitude, tu sais, tu fais chauffer et puis comme ça C'est fait ça. chauffer, ça Ça fait fait vaporwave, chauffer mais là, ça chauffe chauffer, pas ça pour fait le de coup. l'eau et là, ça fait tourner une Voilà, turbine et ainsi de suite. Mais là, on n'est c'est pas ça. dans ce truc-là. Mais mais là, ça chauffe pas puisque justement, tu l'as isolé parce que ça chauffait trop C'est ça. et Donc donc il faut trouver maintenant la solution pour arriver alors ils pensent à essayer de récupérer, l'énergie gamma qui est générée, pour pouvoir, alimenter des nouvelles sources, des nouvelles types de bobines qui permettront de générer de l'électricité. Mais enfin, c'est voilà, tout ça, c'est juste pour dire, aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle, mais on est tellement loin du résultat, ah mais clairement, clairement, tellement là, on loin. est encore loin, hein. On est encore loin. C'est juste que, d'un point de vue, théorique, on a une étape de franchie, je pense. On est plus dans l'effet d'annonce à se dire: «On y est arrivé!» mais on est encore loin c'est un petit peu comme si on disait à un enfant à des parents: «Votre enfant est arrivé à se retourner», alors qu'il était sur le ventre, il s'est mis sur le dos ou inversement. On te disait: «Bientôt, il va marcher». Et ben non,
on n'est pas encore là, on n'est pas encore à cette étape. C'est bien trouvé. c'est faire un parallèle de ce type-là. On est encore loin, et surtout on tâtonne. L'enfant tâtonne à cette époque-là, donc c'est ça qu'il faut se dire. C'est que toutes ces choses-là, ouais, on est bien, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles à nous annoncer, mais c'est plus de l'effet d'annonce, je trouve, du commissariat, enfin, de l'équivalent du CEA qu'on a nous, du commissariat à l'énergie atomique. C'est plus un effet d'annonce des Américains qu'autre chose, entre guillemets. Et c'est ça qui est aussi un petit peu N'oublie malheureux. pas que la Chine avait fait, une annonce il y a pas longtemps non plus, donc je pense que c'était aussi très important pour C'est les ça. Américains de faire aussi une annonce en montrant, «Non, non, mais nous aussi on y est, quoi. C'est Enfin, nous ça. aussi on avance, quoi». Voilà. C'est Donc alors que c'est dans ce moment-là que tu te dis, voilà. ouais. Après, moi, mon message, en fait, dedans, encore une fois, c'est une très bonne nouvelle, je suis ravi. Mon message, c'est plutôt de se dire: Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas ça qui va nous sauver» et Surtout pour cet hiver. Hein. surtout particulièrement pour cet hiver. Effectivement, tu as raison et donc il faut qu'on continue absolument à développer les autres énergies, qui aujourd'hui, sont les sujets d'aujourd'hui, en fait, qui concernent notre survie, pour arriver à aller jusqu'à la fusion dans 50 ou 100 ans et le plus rapidement possible, évidemment, mais en étant raisonnable, plutôt dans 50 ou 100 ans et donc d'ici là, il faut qu'on développe les autres énergies et il faut qu'on débloque aussi les budgets pour les autres énergies parce que si on se focus sur ça, et beh, on sera très, très mal avant qu'on ait pu arriver à faire tourner la première fusion, quoi. Clairement, clairement. Donc voilà. Donc c'était la petite news qui fait plaisir quand même, mais Oui, qui ne fait pas non plus pas plaisir totalement. On est dans une bonne nouvelle. Donc voilà. Donc allez, sans transition, on va partir sur la dernière news de l'émission et qui fait plaisir, celle-là. C'est l'annonce, enfin la sortie de la première bande-annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors, je sais pas si vous l'avez regardé dernièrement, il est sorti hier ou avant-hier, si mes souvenirs sont bons. Sony Pictures, donc ceux qui ont les droits de Spider-Man, avait annoncé déjà il y a quelques années, il y a 3 ans quasiment, je dirais, vu que Spider-Man New Generation, ça doit avoir déjà 3 ans. Qu'ils avaient annoncé qu'il allait y avoir une suite. Alors, Spider-Man New Generation en France, c'est Into the Spider-Verse pour ceux qui le connaissent, dans une autre appellation. C'est voire l'un des meilleurs films d'animation Spider-Man que j'ai regardé, où on nous parle de multivers, où on ne suit pas Spider-Man, mais Miles Morales, avant le jeu qu'on a vu sur PlayStation 5, et surtout qui nous introduit d'autres personnages du Spider-Verse, et plus particulièrement Spider-Gwen. Je sais pas si vous connaissez. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, Spider-Gwen. Voilà. On l'a vu déjà dans l'autre un petit peu. Voilà, on l'avait vu dans le premier. Alors là, ils nous ont annoncé que, bon, on avait déjà eu, je crois en avril, un trailer. Là, on a eu la vraie bande-annonce. Et là, on nous annonce 6 univers alternatifs, environ quasiment plus d'une centaine, je crois, de Spider-Man différents. Et là, on en a vu une bribe dans la bande-annonce qui est géniale. On a vu le Spider-Man qui a perdu son costume avec un sac en papier craft sur la tête et ainsi de suite. Il y a le Spider-Man qu'on avait vu aussi en 2000, enfin dans le premier, on voit le Spider-Man 2099. On voit les Spider-Man classiques et ainsi de suite et d'autres. Donc là en fait ce qui va se passer c'est qu'on va suivre on va suivre notre cher
Miles Morales, mais à la rencontre de tous les autres personnages du Spider-Verse, et donc toutes les autres versions de Spider-Man, dont la blague qu'on avait eue en scène post-générique dans le premier, de Spider-Man 2099 qui est Miguel O'Hara, qui arrive à aller dans un autre univers alternatif et qui rencontre le Spider-Man de 1960, du dessin animé de 1967 ou 69, je me rappelle plus, où on a le même où tu vois plusieurs Spider-Man et qui se pointent du doigt, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous connaissez votre culture web. Et en fait, ça vient du dessin animé de Spider-Man de 1900, des années 60. Où il se pointe du doigt et toi tu es l'imposteur, non toi tu es l'imposteur. Et dans la scène générique de Spider-Man New Generation, c'est Miguel O'Hara qui arrive dans l'univers et l'autre qui se pointe avec la même patte graphique qu'à l'époque, Peter Parker, qui dit mais qui tue-toi? Et l'autre il dit bah, je suis Spider-Man. Et ainsi de suite, et ça devient totalement what the fuck comme le ton du dessin animé, donc c'est ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le film n'est que la première partie pas d'une trilogie, mais d'une bilogie, et donc il a annoncé pour le 31 mai prochain, et que la deuxième partie sera annoncée pour le 29 mars 2024. Donc en attendant, est-ce que vous avez vu la bande-annonce? Ouais. Ouais, je l'ai regardé, ça donnait bien envie en tout cas, pour voir la suite et puis, tu vois beaucoup de choses dedans, tu as il y a des clins d'œil dans tous les sens dans la bande annonce, ça fait vraiment C'est envie. ça. Tu te dis: «Tiens, je vais retrouver» il y a des clins d'œil au film, il y a des clins d'œil au film avec Andrew Garfield, enfin c'est vraiment, C'est ça. pas mal du tout. Moi, ça m'a bien donné envie. Je sais pas pour toi, Flo? Ah oui, non, mais c'est clair. Ça, rien que le premier était excellent. Oui, le premier, il Ouais. était, comme je disais, je crois que c'est l'un des meilleurs films Spider-Man qu'on a eu, hein, clairement. On ne parle pas du MCU, mais même par rapport au film live, moi je les trouve meilleurs en fait, hein. Je le trouve meilleur, même si on te prend pas par la main, mais on te, je sais pas, on te donne quand même de la bonne qualité dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ah oui. Je suis d'accord avec toi. C'était un truc, malheureusement, c'était en 2018, ils étaient trop jeunes pour le regarder avec moi, mais ce dessin animé là, j'aurais adoré le montrer à mes enfants, parce que oui, c'était en 2018 qu'il était sorti, celui-là. Mais voilà, mais ouais, donc c'est une bonne série, je pense une bonne série, un bon film que je pense qu'on va aller voir, peut-être pas comme Avatar 2, mais je pense qu'on va aller le voir, ou au moins le regarder sur son téléphone ou sur son PC, ou sur un grand écran. Ça c'est sûr. Donc voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à parler à propos de Spider-Man et de tout ce qui est en rapport? Ouais, c'est Non, juste le toujours Spider-Man le 2 voir. sur PlayStation là qui va sortir, si j'ai bien Au compris printemps, ouais. en Oui, fin d'année 2023 là Au au printemps et ça, c'est 2023. du lourd. ouais, Comment? Printemps 2023, la date. Voilà, c'est Mais il n'y ça, a ouais. pas de date encore exact. ok. Je crois que c'est Voilà. entre septembre et décembre, un truc comme ça, Donc ça ouais. serait cool. Ouais, donc voilà, donc c'était la petite news qui fait plaisir après des news un petit peu plus glauques qu'on a eu. C'était la dernière news de l'émission. En tout cas, bah, je vous remercie beaucoup les potos, merci mon cher Florent d'être venu et Avec d'être revenu, plaisir. et merci surtout Bertrand d'être venu malgré tout ce qui se passe chez toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, en tout cas, bah, n'hésitez pas, vu que notre cher Bertrand et notre cher Florent font partie du collectif et de l'association Studio Renegade, donc sur la chaîne Twitch Studio Renegade, donc n'hésitez pas à aller les voir quand ils font des streams.
Flo a une chaîne perso, Flo Natura Geek, donc n'hésitez pas à aller le voir, je le mets dans la chat room pour ceux qui sont là et dans la description pour ceux qui sont pour ceux qui sont loupèche. Il était en train de faire du Twitch. Qui était en train de twitcher. Qui a fait du... Voilà, c'était mieux, ça marche mieux. Ça marche mieux. Son dernier stream, c'était du Sonic Frontier, mais bon, on va le revoir très prochainement, je pense, notre cher Flo. Et donc voilà, en tout cas merci beaucoup les potos d'être venus, la porte est ouverte quand vous voulez, vous pouvez venir quand vous voulez, et en attendant n'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez, à vous abonner si le cœur vous en dit, et surtout allez voir la chaîne YouTube pour ceux qui veulent, ou même vous abonner à la chaîne, et ainsi de suite. En attendant, je vous dis bonne soirée ou bonne journée pour ceux qui nous écoutent en replay. Et on se dit, pour ceux qui nous suivent sur Twitch, mardi pour un stream gaming sur cette chaîne, et d'autres jours sur les chaînes des amis. Donc voilà. Donc on se dit bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, ciao. Do